Pierre Lamblin, je dirige la direction des données et études à l'APEC. Cette direction qui a pour mission et activité d'observer et de décrypter les tendances du marché de l'emploi cadre au travers d'une grande production d'enquêtes, d'études. C'est une cinquantaine de publications chaque année que vous pouvez toutes retrouver sur notre site internet corporate.apec.fr également, qui sont déclinés sur notre site orienté recruteurs et candidats apec.fr. Voilà. J'évoquerai un peu après les dernières publications, notamment en lien avec la transition écologique. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Hassan Mohamed, secrétaire régional à la CFDT Île-de-France. Donc, je suis de la maison. Voilà. Et donc, en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, entre autres. Et je vais peut-être juste dire qu'on a préparé avec Olivier Clément, qui est là aussi. Exactement. Voilà. Qui est mon collègue, qui a en charge aussi des questions qui ont été abordées largement sur notamment la transition écologique. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Muret, je suis le directeur général de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Et dans une vie antérieure, j'ai été également aussi directeur général adjoint d'un conseil régional, celui de Picardie, qui était le cousin de Nord-Pas-de-Calais. Et vous verrez le lien que je fais ensuite, c'est pour ça que je vous le dis. Donc aujourd'hui, c'est les Hauts-de-France, mais il y aura un lien avec la mobilité. Merci beaucoup. En fait, avant de commencer la table ronde sur la transition écologique liée à l'emploi, je voulais poser une question qui fait écho en fait à ce que dit Olivier, à ce que a dit Olivier sur ce printemps de production industrielle, enfin d'ouverture d'usines. Et maintenant, en fait, on fait vraiment face à une vague de restructuration, de perte d'emploi, qui font même peur au point de se dire est-ce que ça va continuer à nouveau. Et c'est pour ça que je pose la question donc à Arnaud, parce que nous en avons parlé un petit peu. Comment vous interprétez en fait cette crise que nous avons donc depuis cette année à nouveau? Alors, déjà, merci pour la question et parler après le professeur, la barre est haute. Le contexte d'aujourd'hui, en fait, je veux pas dire que l'histoire bégaie, mais on peut avoir en tête ce qui s'est passé en 2008 avec la crise financière, qui a été une crise très profonde, qui a commencé dans le milieu bancaire, mais souvenez-vous, à l'époque, on disait « Ah, ça s'est propagé à l'économie réelle ». Et dans l'économie réelle, tout à l'heure, lorsque le professeur a parlé, il a dit qu'une des difficultés, c'était la mobilité. Je vais vous parler de ce point de façon très particulière. Je l'ai vu dans une ville qui s'appelle Abbeville. Alors je ne sais pas si quelqu'un habite ici à Abbeville, mais le prenez pas mal. Je vais vous raconter une anecdote. En 2009, donc il y avait des pertes d'emplois au nord d'Abbeville et on avait trouvé des emplois au sud d'Abbeville. Eh bien, les gens du nord ne voulaient pas les travailler au sud d'Abbeville. Voilà. Donc, alors là-dessus, sur la mobilité, ça nous a quand même beaucoup interrogé parce que le professeur a rappelé que la distance au-delà de laquelle on ne voulait pas bouger, c'est 30 km. 30 km par fois 2, ça fait 60. 60 fois 5, ça fait 300. 300 fois 4, ça fait 1200. Et si vous avez une voiture qui fait 7 litres au 100, à 2 euros le litre, j'avais fait le calcul là tout à l'heure, ça fait de l'ordre de 184 euros. Quand vous gagnez le SMIC, c'est plus de 10% de ce que vous gagnez juste à mettre dans l'essence et vous n'avez pas payé l'assurance, vous n'avez pas payé le coût du véhicule. Donc les gens, très très vite, ils vous disent, même pas en rêve. Moi j'ai eu, dans le cadre de la réindustrialisation, à m'occuper de dames qui étaient dans l'Aisne, qui étaient dans le textile, qui perdaient leur emploi, on leur trouvait des métiers dans l'industrie aéronautique pour le tissage. L'emploi y allait très bien en termes de compétences. Sauf que les dames, c'était des dames qui gagnaient le SMIC et elles ne voulaient pas aller à Beauvais. Beauvais, elles ne voulaient pas y aller. Alors on est rentré dans le détail, on a essayé de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur des bas revenus, comme ça, excusez-moi l'expression, les gens développent des stratégies. Je vais vous en donner plusieurs exemples. Quand vous avez des enfants,
Bah, dans votre quartier, il y a quelqu'un qui va aller chercher les enfants le soir à l'école. Et donc, si vous finissez un peu plus tard, il y a toute une solidarité que vous n'arrivez pas à chiffrer qui vous accompagne. Et quand vous vous déplacez même à 50 km de chez vous, vous perdez ces solidarités et les gens préfèrent rester où ils sont avec ces solidarités plutôt que de les perdre. Et ça, c'est des coûts qui ne sont pas valorisés. Alors, quand vous êtes cadre, j'en suis un comme vous, nos revenus nous permettent de trouver des éléments de compensation. Mais les plus bas salaires, c'est ça les questions qui sont cachées. L'autre élément, par rapport à la première table ronde, ce que je vais vous dire, je vais le dire avec beaucoup de respect pour les gens qui sont dans l'industrie automobile et je ne veux surtout pas me fâcher avec vous. Je vais vous donner 3 chiffres. 4 chiffres pour commencer. Dans l'industrie aéronautique, l'information, je la tiens d'un des responsables de Dassault Systèmes qui travaille sur les jumeaux numériques. Est-ce que vous saviez combien il y a de pièces dans un avion pour fabriquer ouais, allez-y. Non, 100 000 pièces. Mais 100 000 petits éléments au total, moteur compris. Dans un véhicule thermique, combien il y en a ? 50 000. Un véhicule électrique, combien il y en a ? Le volume. Un véhicule classique électrique, 30 000. Donc quand vous passez toute la discussion de tout à l'heure, et alors je vais terminer sur Tesla, la Tesla c'est 15 000 pièces. Vous passez de 50 à 35. Tous les gens qui fabriquaient les 20 000 pièces déjà, on n'a plus besoin d'eux. Leur travail a disparu, tout simplement. C'est fini. Je suis désolé, dans un véhicule électrique, il n'y a pas de bougie, par exemple. Et pour faire une bougie, il y a des pièces, il y a de la porcelaine, il y a plein de trucs dedans, tout c'est... Et donc, quand vous passez de 50 à 15 000 pièces, c'est 35 000 pièces de moins, ça a disparu. C'est ça. Quand on vous dit la disparition des métiers, vous pouvez mettre des plaques électroniques, tout ce que vous voulez, 35 000 pièces de moins. Ça, c'est le premier point. L'autre point que je veux vous dire sur la transition, c'est que l'enjeu qui est derrière, j'ai adoré ce que le professeur a raconté, mais je pourrais faire une controverse avec lui, parce que moi je vais vous dire, nous, au niveau des OPCO, comme l'APEC, l'emploi, nous c'est l'homme. Donc notre préoccupation, c'est les individus, c'est qui nous sommes. Or, je vous rappelle une chose, 2006, 860 000 naissances, l'année dernière, 678 000 naissances. Sur 10 ans, là, il va manquer des millions de personnes. En 2030, c'est pour ça que c'était génial, j'ai adoré la présentation, parce que le mur, c'est 2030. En 2030, les gens de 2006 auront 24 ans. Ils seront tous sur le marché du travail. Mais après eux, il y a de moins en moins de gens qui arrivent. Et en plus, il y a eu la réforme des retraites, je ne veux pas polémiquer, hein. Trop tard, je l'ai entendu. Sur la réforme des retraites, les baby boomers, c'est 64. Donc vous voyez, 2028, il va se passer plein de choses. Donc vous avez un effet ciseau avec beaucoup de gens qui vont partir en retraite, des gens qui ne sont pas nés, et là on réindustrialise. Ah, ça va être sympa. Voilà, c'était un peu l'introduction, j'y reviendrai, merci. Merci beaucoup Arnaud. Merci. En plus, en parlant de 2030, on est aussi sur une année butoir pour la transition écologique. En fait, il y a toujours cet objectif 2030 où il faudrait a priori rester en dessous de 1,5 degré, ce qui n'est pas le cas déjà en 2024. Enfin bon, l'espoir fait vivre. Ceci étant, passons plutôt maintenant à la transition donc écologique qui impacte les métiers. Enfin, vraiment, l'impact de cette transition écologique. On a vu dans l'introduction que finalement, il y a très peu d'industrie, 10% d'industrie, 10% de l'industrie ou de l'emploi qui produisent 80% des émissions GES. Ce sont ceux métiers-là qui sont d'abord impactés, mais finalement, les autres sont aussi concernés. Ceci étant, il y a
une vraie interrogation qu'on s'est fait avec Jean-Marie. On était à une réunion de France Stratégie où on a parlé des métiers verts, on a parlé beaucoup de ROM, etc., des définitions des métiers verts. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu qu'est-ce qui est un métier vert? Parce que tout d'un coup, on retrouve des balayeurs de rue ou des jardiniers qui ont des métiers verts. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette définition? Alors, dans mes propos, je vais prendre mes propos vont porter sur le prisme cadre, hein, puisque l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, c'est son quotidien d'accompagner les entreprises pour satisfaire le besoin de recrutement cadre, mais aussi accompagner les jeunes diplômés dans leur primo-insertion, aussi les cadres dans l'évolution professionnelle. Les métiers verts, donc les métiers verts pour les cadres, aujourd'hui on en compte 19. 19 parmi la myriade de métiers, les 450 métiers cadres, et ce sont ces métiers à finalité à fort impact environnemental. Voilà. Donc dans 3 domaines, le domaine de l'énergie, typiquement par exemple c'est l'ingénierie en efficacité énergétique, qui a toujours existé, plus ou moins, plus que moins, mais aussi deuxième domaine c'est celui de l'aménagement du territoire, de la qualité de vie et aussi de la prévention de la biodiversité. Et enfin, troisième domaine, c'est celui de l'analyse, la gestion, prévention des risques. Voilà. Et dans chacun des domaines, on trouve un certain nombre de métiers. Dans le dernier domaine concernant le risque, on y trouve les responsables HQE, RSE, enfin tous ces métiers qui sont indispensables aujourd'hui pour réduire l'empreinte carbone des entreprises. Je voudrais juste faire une parenthèse et réagir par rapport aux propos du professeur et dans le prolongement de ce qu'a dit tout à l'heure, ce qui a été dit tout à l'heure, donc quels peuvent être les impacts de la mauvaise conjoncture en ce moment, pour plein de raisons. Hein. C'est pas que la cause politique, mais il y a plein d'autres raisons qui se combinent à cela. Juste rappeler le montant qui a été investi l'an dernier par les entreprises dans le développement durable, c'est 25 milliards. 25 milliards, c'est 29% des investissements totaux du privé. Versus, toujours intéressant de mettre en perspective, versus 6% il y a 5 ans. Donc on voit bien l'effort consenti par les entreprises dans ce domaine-là l'an dernier, et je crains que la mauvaise passe qu'on connaît aujourd'hui, vous avez tous lu, vous entendez tous que l'investissement est en baisse cette année. Hein. On a moins quelques pourcents par rapport à 2024. Ça pourrait continuer en 2025. Donc les planètes sont moins bien alignées, dit autrement. Donc forcément, mécaniquement, la crainte, c'est que ça ait une répercussion sur des investissements qu'on peut peut-être repousser, reporter, notamment en lien avec la transition écologique. Voilà, puisque durant les 5 dernières années, la transition écologique a bénéficié justement, a été portée par ces investissements, et ça s'est retrouvé dans les opportunités qui ont été présentes sur le marché de l'emploi cadre, pour ces emplois cadres divers, hein, puisque l'augmentation des postes ouverts dans ce domaine-là, c'était plus 56% versus plus 5%, tout poste, tout métier confondu. Donc on voit bien le dynamisme qu'on a connu depuis 5 ans. Ça, c'est concernant ces métiers qui représentent une niche. Hein, je le rappelle, c'est aujourd'hui ces métiers à fort impact environnemental chez les cadres, c'est 29 000 cadres qui occupent un poste aujourd'hui. 29 000 par rapport aux 4,5 millions de cadres en France dans le privé. Voilà, il faut quand même mettre en perspective. Donc c'est une niche, on va dire, même en termes d'opportunités. Hein. L'an dernier, c'était 12 000 opportunités sur le marché par rapport à plus de 300 000 recrutements. À côté de cela, juste pour terminer mes propos, la plupart des métiers ont commencé à se verdir. Donc intègrent dans leur palette de compétences des compétences qui sont nécessaires pour faire évoluer les métiers, pour accompagner ce changement, ces mutations, pour faire en sorte que l'empreinte carbone soit moins importante. Donc dans des fonctions de support, mais aussi dans des fonctions plus opérationnelles, j'y reviendrai,
Et ça a déjà commencé, puisque aujourd'hui, ce sont 900 000 cadres qui ont verdi leur métier. 900 000 par rapport aux 4,5 millions. Donc on voit bien que la transformation est en marche, comme ça l'a été avec la transformation numérique, ou comme ça le sera avec l'impact des intelligences artificielles génératives. On voit bien qu'il y a une transformation des métiers. Pour cette transformation, il faut aussi de la formation. Alors du coup, Arnaud, comment on fait pour former les gens pour avoir cette compétence complémentaire, et quel est le rôle d'un OPCO pour faire ce genre de reconversion, si je peux dire? Alors, je vais parler avec aussi ma casquette de directeur général de l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Je sais que vous ne le connaissez pas. Enfin, si vous le connaissez, je suis ravi. Mais les entreprises de proximité, en fait, si vous prenez une rue piétonne, c'est 80% de l'activité de la rue piétonne. Dit autrement, nous avons tous les métiers qui flattent votre estomac, les bouchers, les boulangers. On a les métiers qui vous rendent beau, l'esthétique, la coiffure. On vous habille, on vous chausse. Et on va de la vie, donc de l'assistante maternelle, jusqu'à la mort. Le funéraire. C'est une 50aine de branches, 3 millions de personnes. Et 434 000 entreprises. Nous, sur tous les métiers que je vous ai dit, là, la finalité de ces métiers ne change pas. On va continuer à couper les cheveux, on va continuer à accompagner les gens à la naissance, à la mort. La finalité ne change pas. Pour autant, la manière de réaliser les métiers, eux, à l'intérieur évolue. Donc nous, on n'a pas de choses disruptives. Je vais vous prendre un exemple, puisque il y a un monsieur qui s'occupe de la banque assurance. La banque assurance, notamment les assurances qui s'occupent des véhicules, dans une logique de responsabilité sociétale, a dit on va favoriser, nous, le remboursement des pièces détachées. On se dit jusqu'à là, formidable. Sauf que quand vous avez un accident de voiture, il y a ce qu'on appelle un garagiste, il prend votre véhicule, il y a un expert automobile qui lui arrive, et il va, par exemple, je vais prendre un exemple très simple, vous avez cassé votre phare, il y a un changement de phare. Jusqu'à présent, on changeait le phare, mais on prenait le catalogue, on allait chercher la pièce et on remettait une pièce neuve à la place du phare. Maintenant, l'expert automobile doit mettre un phare d'occasion. Sauf que si le phare ne s'allume pas, c'est la responsabilité de l'expert automobile qui est engagée. Ce changement tout simple, au niveau de l'OPCO-EP, les experts auto sont à l'OPCO-EP, on s'est retrouvé à devoir financer les experts automobiles de façon très différente. Ils ont dû inventer une formation, c'était pas leur métier. Et on a dû modifier les flux de formation, donc pour que dans leur branche, pour qu'ils puissent s'adapter à ce changement. Donc vous voyez la finalité, on a bien changé le phare, mais le métier lui-même a complètement changé. Donc le verdissement s'inscrit à tous les étages, et tout n'est pas dans l'industrie avec des ruptures technologiques, c'est dans les manières de faire. Donc ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Et par ailleurs, on entend parler des plans sociaux. Dans l'artisanat que nous couvrons, nous ne couvrons pas la partie bâtiment. Mais avant la crise, on avait coutume de dire qu'il manquait 350 000 emplois dans ce secteur, tous ces secteurs confondus. On a toujours besoin de gens pour couper les cheveux, on ne fait pas le plein, les bouchers ne font pas le plein. On a une tension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure je faisais un clin d'œil sur l'automobile, qui était en réalité une catastrophe annoncée depuis plusieurs années sur une mutation industrielle, et on a mis la tête dans le sable, peut-être pour plein de raisons, je ne suis pas là pour la discuter. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres choses qui continuent à se transformer et à vivre, peut-être avec moins de valeur ajoutée que ce qu'on peut avoir dans l'industrie. Pour autant, il ne faut pas que cet arbre cache la forêt de l'autre besoin d'activité. Et il y en a, et aujourd'hui, je pourrais y revenir un peu plus tard, mais sur la transition démographique, je peux vous dire que vous allez voir les chiffres sur l'alternance, qui a été un vrai succès ces années précédentes, avec une croissance très forte. Il y a des plateaux qui commencent à être marqués.
Nous avons beaucoup de ce qu'on appelle d'infrabac. Pour la première année, donc l'infrabac, c'est de la 3e à la terminale. Pour la première fois, on commence à avoir des centres de formation d'apprentissage qui ne font pas le plein, non pas par un problème d'attractivité des métiers, mais c'est qu'il n'y a pas les jeunes. C'est-à-dire qu'on commence à arriver sur les lignes de flottaison pour ouvrir une classe, je dis n'importe quoi, il faut 14 personnes, ben on en a que 13. Pourquoi ? Parce que dans le département, il y a moins de jeunes. Et on commence à peine à le voir. Et je ne vous connais pas individuellement, mais je vois votre engagement dans l'intérêt général. Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous, en plus d'être à la CFDT, vous êtes peut-être élus dans vos communes. Et vous voyez déjà les problèmes au niveau des écoles maternelles, primaires et collèges. Et bien ça commence à arriver et ça impacte le travail. Merci Arnaud. Vous avez aussi mentionné là les ruptures industrielles ou les plans de restructuration. Et je crois que Hassan, tu as participé, enfin tu participes toujours à un dispositif Transco, donc on a toujours aussi parlé dans la première table ronde. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus précisément ce dispositif et comment ça marche, et aussi de la place de la CFDT là-dedans? Exactement. Parce que je crois qu'on est très attaché à ce dispositif. Tout à fait. Effectivement, tu fais bien de rappeler que la CFDT est attachée à ce dispositif-là. Peut-être très rapidement rappeler le contexte de création de ce dispositif, qui est un dispositif qui a été pensé, réfléchi par les partenaires sociaux, dont la première, effectivement, la CFDT. Alors, c'est un dispositif qui a été pensé à la sortie de la crise de la Covid, justement, où on était dans une crise, comme vous le savez très bien, l'économie était complètement arrêtée, et qu'on craignait effectivement les conséquences ou l'impact de cette crise-là en termes d'emploi. Et donc, d'ailleurs, je pense à ce que disait le professeur, je disais à mes camarades de la CFDT Île-de-France, il m'a presque fait la transition, puisque vous allez voir que dans ce dispositif, il y a aussi, les partenaires sociaux ont compris, depuis quand même pas mal de temps, qu'il y a aussi une question de mobilité des salariés. Pourquoi ? Parce que, voilà un dispositif neuf, par rapport à tous les outils qui existaient pour répondre à des crises, sauf que ces différents dispositifs sont souvent des dispositifs qui consistaient à éteindre l'incendie, mais pas à l'anticiper. Donc on peut penser bien sûr au PSE, on peut penser à l'APLD, enfin, et puis j'en passe. Et donc la nouvelle approche de ce dispositif transition collective, c'est de se dire, on va peut-être essayer d'anticiper. Voilà, on va essayer d'anticiper les difficultés que rencontrent certains secteurs d'activité. Et donc l'objectif final étant que les salariés qui sont dans un secteur d'activité ou dans une entreprise qui connaît des difficultés, peu importe l'origine des difficultés, ça peut être des difficultés bien sûr économique, mais ça peut être aussi des difficultés liées à toutes les transformations que nous connaissons, qu'elles soient écologiques, numériques, technologiques. Et donc, à un moment donné, il y a une entreprise sur un territoire qui fait le travail, ou qui fait en tout cas le diagnostic de se dire, je sais que d'ici quelques temps, qui peut être plus ou moins long d'ailleurs, il y a un certain nombre d'emplois qui vont disparaître. Donc, qu'est-ce que je fais ? Donc, il y a un travail, bien sûr, vous aurez tous compris qu'il y a un travail de diagnostic que l'entreprise doit faire. Et d'ailleurs, pour les petites entreprises, l'OPCO intervient pour les aider dans ce travail de diagnostic, puisque l'OPCO aussi, je parle souvent de contrôle, a, une mission d'orientation, de conseil, d'accompagnement pour les petites entreprises. Et donc, la philosophie de ce dispositif appelé Transco, transition collective, c'est d'anticiper en fait les difficultés et de faire en sorte que les salariés ne passent pas par la case chômage. Alors comment fait-on ? L'entreprise effectivement fait son diagnostic, donc elle sait qu'il y a un certain nombre d'emplois qui vont disparaître à plus ou moins long terme, et donc cette entreprise-là, elle est ancrée sur un territoire. Elle se dit, donc le dispositif permet de dire, sur le même territoire, et c'est là où je parlais de la problématique de la mobilité des salariés, sur le même bassin d'emploi, quelles sont les autres entreprises qui, elles, ont besoin de recruter. Et donc c'est un dispositif via la formation qui va permettre à ces salariés
qui doivent malheureusement partir de leur entreprise, d'aller vers une autre entreprise qui, elle, a des besoins de recrutement, avec une phase de formation, justement, qui doit durer au maximum, qui peut durer au maximum jusqu'à 24 mois. Et donc, c'est de permettre à ces salariés-là de ne pas passer par la case licenciement ou chômage. Alors, j'ai préparé 1 ou 2 slides. Ah ben voilà, effectivement, c'est nickel. Alors, qui est concerné par ce dispositif? Tous les salariés, qu'ils soient en CDI ou en CDD, ou même les intérimaires. Bien sûr, il y a des conditions d'ancienneté. Je ne vais pas rentrer, puisque je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, dont l'emploi est fragilisé. Et donc, comme je le disais, il y a une démarche d'anticipation. Les salariés doivent être volontaires, bien sûr. C'est sur vraiment la base du volontariat. C'est-à-dire que dans la phase de diagnostic faite par l'entreprise, on recense les emplois qui sont menacés, quels sont les salariés qui sont derrière ces emplois. On leur expose, bien sûr, on les associe via, bien sûr, leurs représentants syndicaux. On leur explique la démarche. Et s'ils sont volontaires, ils vont s'inscrire effectivement dans cette phase de formation auprès de Transition Pro, qui est l'ancien FONGICIF. Et donc, la formation est prise en charge totalement pour les petites entreprises. Alors, pour les entreprises de 0 à 299 salariés, la prise en charge de la formation, donc les coûts pédagogiques sont pris à 100%. Pour les entreprises, après ça monte crescendo, de 300 à 1000 salariés, c'est 75% des frais pédagogiques qui sont pris en charge par l'État. Et puis pour les entreprises au-delà de 1000 salariés, c'est 40%. Avec des restes à charge, bien sûr, pour les grandes entreprises. Alors, je disais que effectivement, c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire que les salariés qui sont concernés doivent être volontaires. Et si, au-delà de cette formation-là, des 24 mois au maximum, ils ne souhaitent pas, pour X ou Y raison, d'aller vers la nouvelle entreprise, ils reviennent dans l'entreprise d'origine. C'est-à-dire que, vous aurez compris, le contrat de travail qui est lié à la première entreprise est suspendu pendant ce laps de temps de formation. Donc voilà un dispositif de formation qui a quand même le mérite de sécuriser le parcours des salariés, mais aussi celui de l'entreprise. Alors, peut-être pour illustrer un peu mes propos, j'ai eu effectivement à connaître le cas d'une entreprise à peu près de 200 salariés, à Damary-Lélis, qui est une filiale d'un grand groupe qui s'appelle Moderson. Et un jour, je suis appelé par la DS CFDT qui me dit, voilà Hassan, j'ai le service RH, mon employeur, qui m'a fait connaître effectivement qu'il y aurait un certain nombre d'emplois qui vont disparaître. J'ai entendu parler de Transco. Est-ce que la CFDT Île-de-France peut nous accompagner là-dessus ? Et c'est là où c'est un travail collectif, dans le sens où moi, mon boulot, en fait, ça a été celui de facilitateur, finalement. Alors, si je peux passer... Ah, c'est par là ? Non, voilà, c'est là que je voulais en venir. C'est pour vous montrer les différents acteurs qui interviennent. Donc, on parlait de locaux. Voilà, locaux pour notamment les petites entreprises, à identifier les entreprises qui décrutent et celles qui recrutent. Rappelez-vous, sur le même bassin d'emploi, on regarde celle qui va décruter, donc l'entreprise qui connaît des difficultés, et dans le même bassin d'emploi, on va chercher une entreprise, elle, qui a besoin de recruter. Donc on va les mettre en lien en quelque sorte. Sensibiliser et informer les entreprises au dispositif Transco, bien sûr, et appuyer les entreprises vers la signature d'un accord des GEPP. C'est quand même nous, en tant que CFDT, on invite les entreprises et les IRP à discuter dans le cadre d'un accord GEPP.
Alors l'entreprise elle-même, donc là ce sont les différents acteurs qui interviennent dans le processus. L'entreprise quant à elle, et bien sûr les représentants des salariés, vont faire ce travail de diagnostic dont je parlais tout à l'heure. Ils vont formaliser la liste via l'accord GEPP, donc la liste des emplois concernés, et ils vont faire ce travail-là d'information auprès des salariés qui sont concernés. Et enfin, il y a un autre acteur qui est très important en termes d'accompagnement, et là c'est obligatoire, c'est le CEP. C'est quoi le CEP? C'est le Conseil en évolution professionnelle. C'est-à-dire qu'une fois que le salarié est volontaire pour s'inscrire dans cette démarche-là, il va être accompagné tout le long par un conseiller en évolution professionnelle qui va vraiment regarder avec lui ses anciennes compétences et comment il peut les transformer vers d'autres compétences pour pouvoir aller vers l'entreprise. Et puis enfin, il y a Transition Pro, donc l'ancien FONGICIF qui est lui le financeur, et qui va étudier les dossiers et qui va financer la formation tout au long de la démarche. Et donc tous ces acteurs-là, parce qu'il y a différents acteurs, c'est peut-être même parfois la difficulté du dispositif puisqu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a un autre acteur enfin qui s'appelle, ce sont des plateformes, ce qu'on appelle les plateformes territoriales. En fait, ce sont des plateformes qui consistent à mettre tout ce petit monde autour de la table pour pouvoir vraiment cheminer ensemble et faciliter la démarche. Et donc pour finir, moi ma démarche c'était de contacter une plateforme, ce qu'on appelle les plateformes territoriales. Et donc on a eu à Damary-Lélis un jour une réunion et il y avait tous ces acteurs-là qui étaient autour de la table. Et donc la société en question et la section CFDT ont fini par signer un accord GEPP pour s'inscrire dans Transco. Merci Hassan, je crois que... Alors Hassan a évoqué le CEP. L'APEC est un des opérateurs du CEP, vous le savez pour la plupart d'entre vous, j'imagine, s'agissant bien sûr du public cadre. Ça peut conduire à des projets de reconversion. Alors faut-il que les entreprises les accompagnent pour développer de nouvelles compétences, puisque les cadres, là aussi, 60% d'entre eux sont demandeurs de formation. Quand on sait que seulement 40% des cadres ont bénéficié d'une formation, au moins d'une formation durant ces 3 dernières années. Donc, il y a encore des lacunes dans la matière, et notamment en lien avec la transition écologique. Voilà, je voulais juste rajouter que tous mes propos, vous pouvez les retrouver, notamment, j'ai évoqué les métiers verts, le verdissement, nous publions un baromètre chaque année sur l'emploi cadre et l'impact de la transition écologique sur les emplois. C'est la 3e édition cette année, avec une publication assez inédite puisque nous avons décliné le baromètre par région. Puisque c'est aussi ce que nous demande aussi la gouvernance, d'apporter des éléments de réponse aux questions que se posent les territoires, les régions, puisque chaque région est spécifique. Ça a été souligné par le professeur, les spécificités territoriales, et on peut pas dire que toutes les régions sont pareilles. Voilà, donc on a fait ce travail, on le poursuivra en 2025. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce sera pas moi qui piloterai ça parce que je pars bientôt à la retraite et je suis ravi parce que vous êtes ma dernière intervention. Donc il en fallait une et c'est aujourd'hui. Et je suis ravi. Voilà, je suis ravi et je passe le relais à Anne Garner qui est la nouvelle directrice des données et études et qui pilotera donc la nouvelle étude en 2025 sur les profils de cadres qui vont contribuer à la transition écologique. Quels sont-ils finalement dans une stratégie bas carbone? Voilà. Et je vais pas trop prendre la parole, mais autre façon de décliner ce que l'on fait au travers de nos enquêtes dans les régions. On vient de publier un baromètre rémunération décliné dans tous les territoires par région. C'était aussi une première cette année et rendez-vous janvier-février 2025. On a été prendre le pouls des cadres dans chaque région, donc avec des questions similaires à toutes les régions et ensuite des questions spécifiques en fonction des territoires. Donc sur la façon dont ils voient leur relation au travail, les sujets d'organisation, de management, de temps de travail, voilà, des questions diverses. Donc rendez-vous sur ce baromètre un peu nouveau
dont la publication est prévue fin janvier, début février. Et je pourrais intervenir aussi pour citer quelques exemples de verdissement de métier, mais un peu après s'il y a encore le temps. Merci. Sur le dispositif qui a été présenté, dit par son petit nom Transco, sur les transitions professionnelles, pour faire le lien avec l'exposé qui a été fait par le professeur, la grande innovation de ce dispositif, et vous l'avez très bien présenté, c'est que la mobilité se fait à la maille du bassin d'emploi. Souvenez-vous que ce que je vous ai dit en introduction, par rapport aux femmes qui étaient à Laon pour aller à Beauvais, il y a 15 ans, quand on réfléchissait sur ces questions-là, on se posait pas de la question sur le bassin en tant que tel. On cherchait absolument une entreprise pour accueillir. Et on se posait pas la question de la distance. Donc en réalité, ce dispositif commence à répondre à cette problématique dans la mobilité de la distance. Ça, c'est un point très positif. Et ce que je vous dis, c'est sincère. Il y a plus de 16 ans, ce n'était pas du tout dans les préoccupations. Donc ça, c'est une grande innovation. L'autre chose dans le dispositif, sur le fait de dire, à quelque part, ça a été copié sur la fonction publique, de dire je pars mais je peux revenir, hein, je le fais un peu simple, mais c'est ça l'idée. Ça, c'est un élément de sécurisation qui est énorme. Pendant la Covid, il y a eu un autre élément qu'on n'avait pas pendant la crise financière, qui a été cette espèce de logique de chômage partiel, vous savez, où on n'avait pas ça en 2018, quand il y avait une fermeture d'usine, on fermait complètement. Moi, j'ai fait des fermetures d'usine complètes, alors qu'on savait que ça allait redémarrer, mais on n'avait pas d'outils pour le faire. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé en 2008-2010, 15 ans après, on a quand même tiré des leçons. En revanche, dans le dispositif qui vous a été présenté, il y a encore des choses à améliorer pour que ça marche. Et je vais vous donner des points, me semble-t-il, d'amélioration. Et quand je vais vous les présenter, vous allez dire « Ah oui, c'est possible ». En région, tout se sait. Les régions, c'est des villages, en fait. Et les responsables d'entreprise se connaissent tous. Excusez-moi de le... Et alors, une fois qu'on s'est dit ça, la chose, c'est quand il y a un salarié qui lève le doigt en disant « ce dispositif m'intéresse bien », eh bien, les autres entreprises dans le même secteur d'activité, la première chose qu'ils font, c'est d'aller voir les clients de cette entreprise en disant « vous avez vu, hein, là ça va pas bien, les prochains marchés, avec moi très bien ». Donc, en fait, très vite, c'est ralenti, vous voyez. Il y a une viscosité pour pas que le salarié il cause de trop. Donc le dispositif en lui-même, il est très bien, mais dans les faits, ça c'est une première difficulté qui est un principe de réalité. L'autre principe de réalité, et là je m'adresse aux branches, en réalité, il y a des branches qui ont complètement intégré la dimension qui peut être cyclique dans leur activité, qu'elle soit industrielle, je n'en citerai pas du côté de la ville de Toulouse, et typiquement, ils ont des phases où ils ont vraiment besoin de beaucoup de monde, puis ils ont des phases où, pour diverses raisons, ils auraient besoin de moins de monde. Sauf que c'est des métiers à très forte valeur ajoutée, c'est des métiers à haute spécificité, et ils n'ont pas trop envie que quand ils sont plutôt en bas de commande, que ces personnes-là aillent mettre le nez ailleurs. Et donc, ils vont jouer plutôt les autres amortisseurs sociaux, pour parler poliment, plutôt que de favoriser un dispositif comme celui que vous avez présenté. C'est-à-dire que ça, c'est des réalités qu'il faut prendre en compte sur des dispositifs qui ont vraiment, je vous l'ai dit, c'est une innovation par rapport à il y a 15-20 ans. Mais on a encore des choses à résoudre qui sont de l'ordre de l'humain, qui sont dans le plan finalement de ces choses qu'on ne dit pas, mais quand on commence à les creuser, on les voit très concrètement. Merci Arnaud. En fait, justement, vous avez déjà parlé des limites et Hassan, est-ce que tu pourrais développer un petit peu parce qu'il me semble que il y a autre chose à dire là-dessus. Par rapport aux limites, tu veux dire alors, comment ça marche en fait? Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que on peut se le dire, je crois que c'est pas un dispositif qui a rencontré un grand succès, en tout cas au tout début.
mais pour différentes raisons. Hein. Moi, je me rappelle dans des instances, dans des réunions où j'étais en face d'employeurs qui disaient, quand on leur expliquait, notamment dans les cadres des fameuses plateformes territoriales, qui faisait aussi un peu l'information et la communication, la promotion du dispositif. Les chefs d'entreprise, la première réaction, c'était de dire « Ah, c'est intéressant, mais vous comprenez, moi, j'ai pas une boule de cristal. » Donc, je suis incapable, voilà, de me projeter. Je sais pas comment l'activité ou mon activité, va se dérouler d'ici quelques temps. Donc, hors de question que je mette en place ce genre de dispositif, comme vous le dites très bien, parce que j'ai des compétences, j'ai des gens que j'ai formés chez moi, j'ai pas envie de les voir partir. Voilà, il y a cette limite-là, et puis il y a une autre limite aussi, encore une fois, là pour le coup, qui est inhérente peut-être à la manière de préparer toute cette phase diagnostique et GEPP. J'ai en tête un exemple en Île-de-France, je crois qu'il y a pas mal de monde qui en ont entendu parler. Il s'agissait de deux groupes, Corian et Monoprix. Ce que nous on a su, c'est que il s'agissait de salariés, de travailleuses, parce que c'était la plupart des femmes qui ont travaillé chez Monoprix, souvent ce qu'on appelait des hôtesses de caisse. Et donc qui avaient déjà des de l'usure professionnelle due à leur métier, et on leur avait proposé dans le cas de Transco d'aller vers un autre secteur d'activité où il s'agissait là encore de s'occuper de personnes âgées, c'est-à-dire qui dit s'occuper des personnes âgées, c'est avec des gestes professionnels mais qui demandent l'effort, et donc là on voit très bien que ça n'a pas été finement étudier, c'est-à-dire proposer à des salariés qui ont déjà des problématiques d'usure professionnelle à aller vers une autre activité où c'est peut-être encore plus pénible, là ça va pas quoi. Ça veut dire qu'on a loupé quelque chose là-dedans. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut faire attention quand on essaie de mettre ça en place. Et puis pour finir, il y a aussi le financement. Le professeur parlait aussi du financement. Jusqu'en 2024, de mémoire, ça a été financé. Il n'y a pas eu de souci. Il y avait un financement à hauteur de 8 millions dans le budget 2025, sauf, vous savez, ce qui est arrivé au budget de 2025. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'était prévu dans le budget. Mais voilà, c'est pas garanti à 100%, mais on verra. Merci. C'est vrai que c'est dommage que ça fonctionne pas du feu de Dieu en fait, parce que c'est la définition même de la transition juste que j'ai expliqué tout au début. Juste Pierre, je pense que on vous donne le dernier mot, surtout que c'est votre retraite bientôt en plus. Donc sur les métiers verdissants, et ensuite on prend 2 questions de la salle. Voilà. Je veux juste donner quelques exemples de verdissement de métiers cadres. Je vais prendre l'exemple de la fonction RH. On parle beaucoup de RSE, mais en matière de compétences, c'est aussi développer de nouvelles compétences justement pour maîtriser les normes qui s'imposent, en l'occurrence la norme ISO 25000, mais aussi toutes les réglementations qui sont nouvelles, qui s'imposent. Faire en sorte de valoriser la transition écologique, le changement qui est en place dans l'entreprise, en termes de marque employeur, par exemple, justement pour attirer les compétences dont on a besoin. Aujourd'hui, c'est important l'image employeur. Pas que, il y a aussi la promesse employeur, mais je vais pas ouvrir le sujet. Autre exemple, c'est dans les métiers de l'informatique. Je rappelle que c'est le premier secteur qui recrute et qui emploie des cadres en France. C'est faire en sorte d'utiliser des équipements, des services qui soient moins énergivores. Et c'est tout l'aspect qu'on a dans l'industrie avec le travail qui est sur le cycle de vie des produits, mais c'est la même chose dans les services. Faire en sorte
que ce soit durable et s'assurer de la fin de vie des services informatiques, qui devient de plus en plus important dans l'entreprise, dans les services informatiques. Voilà quelques exemples, mais vous pouvez retrouver tous ces exemples concrètement sur 13 fonctions en matière de verdissement dans le baromètre qu'on a publié l'an dernier. Merci Pierre. Et peut-être la CSRD aussi, je vais quand même la placer. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ? Bonjour, Badia Swidi, responsable syndicale pour la région Île-de-France. Moi, je voulais m'arrêter sur l'exemple que vous aviez donné tout à l'heure, notamment des femmes sur Beauvais, en tout cas sur la distance, et revenir justement sur cette question des femmes et de la parentalité qui pèse davantage sur les femmes, on le sait, et sur, quels étaient les dispositifs. Est-ce qu'il y avait déjà une réflexion qui était entamée, notamment sur, vous savez, quand on veut accompagner des femmes dans les métiers de demain, prendre en compte justement tous ces aspects-là autour de la parentalité et puis cette solidarité dont vous avez parlé dans le quartier, c'est-à-dire comment on arrive à aller plus loin en disant il y a peut-être un frein, celle de comment on fait pour pouvoir récupérer ses enfants à temps, et du coup comment on construit un véritable dispositif d'aide avec les communes, notamment ça touche à la question de l'offre d'accueil des jeunes enfants, avec la partie financement, parce que ça a aussi un coût. Et donc voilà, est-ce que cette question-là a été embarquée dans la réflexion et dans un projet pour accompagner justement les femmes vers des métiers, puisqu'on le sait aujourd'hui, le travail c'est une source d'émancipation, et notamment pour les femmes. Merci pour cette question. Ce que je vais vous dire va vous paraître peut-être un peu iconoclaste, et je vais vous parler avec une casquette aussi de dirigeant d'entreprise. L'OPCOEP, c'est un peu plus de 1000 salariés, et donc comme beaucoup de responsables, j'ai vécu la Covid. Sur les plus de 1000 salariés, 70% de femmes. Ce qui s'est passé pendant la Covid, c'est un constat, ce que je veux dire. Les femmes sont toutes rentrées à la maison pour s'occuper des enfants. Donc les hommes étaient plus disponibles que les femmes, et on a vu un vrai recul, déjà pour les femmes, pendant toute la durée de la Covid. Et je vous rappelle que la Covid, c'est de 2020 jusqu'en juin 2022. C'est pas quelques mois. Il s'est inscrit des choses, réellement. On a eu un recul, pour moi, pour les femmes, malheureusement. Ça s'est fait, et alors avec le télétravail, il s'est passé un autre événement, c'est que s'est installé à grande vitesse le télétravail, et là c'est plutôt vous, syndicalistes, qui devez travailler, me semble-t-il, à cette question. Moi, si je prends ma casquette de dirigeant, je serai dans la négociation avec vous, mais de l'autre côté, ce qu'on a vu, c'est que les dames se mettaient à travailler vers 20h30. Jusqu'à 1h du matin, 2h. Mais toutes, c'était des groupes. Et on recevait des mails à 1h, 2h du matin, des comptes rendus de réunion. Alors au bout d'un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? En fait, on a compris très vite. Les dames nous disaient, les mamans nous disaient, moi je m'occupe de mes enfants jusqu'à 20h30, je les couche. Puis avec mes collègues, on est toutes dispo vers 20h30, 21h. Et ce qu'on aurait dû faire entre 14h et 17h ou 18h, on le fait de 21h à minuit. Donc elles avaient réaménagé le temps de travail différemment. Bon, ça a apporté un certain nombre de difficultés. Déjà la fatigue, parce que du coup l'amplitude horaire devient énorme. Ensuite, je commençais à avoir une boîte qui se mettait à travailler en 3-8. Là, c'était difficile. Donc, et quand elles sont revenues du travail, finalement, ces éléments de travail sont un peu restés dans la pratique. Donc, nous, on a un accord qui fait que 2 jours de télétravail par semaine, pour plein de raisons. On a choisi que 2 jours. Sauf que cette pratique est restée. Le positionnement des enfants, c'est quelque chose qui devient compliqué parce que l'âge moyen dans les entreprises vieillit. Et les préoccupations, l'enfant n'est plus aussi essentiel que ça. On est plutôt sur les questions des aidants. Donc, quand vous arrivez en disant moi j'ai mon schtroumpf, là il faut que j'aille chercher à la crèche et tout, et puis l'autre vous dit moi j'ai ma mère là, elle vient d'être hospitalisée en urgence, tout devient compliqué.
Mais c'est toujours la femme qui fait le truc en plus, ce qu'on observe. Donc la position de la femme par rapport à la question avec l'enfance, il y a d'une part une réponse dans l'entreprise. D'autre part, en fonction des territoires, il y a des collectivités, c'est au niveau des crèches, dans l'accueil, il y a l'amplitude horaire, mais là vous déportez le problème sur les personnels qui sont dans la crèche. Donc le problème il devient un peu compliqué. Est-ce qu'elles-mêmes, par rapport à leurs enfants, vous retombez sur le problème du salaire? Parce que là, il y a des collectivités qui ont mis en place, qui ont des dialogues avec les entreprises, et on le voit en région parisienne, où ils ont ce qu'ils appellent beaucoup les pendulaires. Je pense que vous connaissez. Donc, où les horaires de crèche et même de maternelle sont aménagés un peu plus longs pour pouvoir aller chercher les enfants. Donc, il y a des réponses, mais comme à chaque fois, c'est des réponses qui doivent être discutées à l'échelon, cette fois de la commune. Comprise. Et alors, c'est là où c'est terrible, c'est qu'aujourd'hui, les lieux où on se retrouve, on critiquait les États-Unis, vous savez, il y a 30 ou 40 ans, en disant les entreprises sont là, le logement, il est là. Malheureusement, aujourd'hui, avec la concentration, c'est quand même ce qu'on observe. Donc, les gens, notamment dans les cités urbaines, font de plus en plus de transport. Dites-vous bien que je renvoie au problème de la voiture, de la mobilité. Vous avez tout le problème de la mobilité quand il n'y a plus la voiture à une certaine heure. Donc, on est en train et on doit inventer, en fait, un nouveau modèle. Mais là, ce modèle, pour vous répondre, je suis un peu long, mais votre question, elle est très importante, elle est même clé. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit à la fois dans l'entreprise, et en plus, ça nous renvoie à une question où je sais que vous devez la défendre, c'est toute la QVT, la qualité de vie au travail. Et, ouais, la QVC. Ah oui, excusez-moi, je suis un peu à l'ancienne. Mais la QVC, à un moment... Bon, on va y arriver. Bon, en tout cas, sur cette qualité de vie, c'est une préoccupation et c'est vraiment dans un dialogue. Mais comment ? Et donc, c'est la construction de ce dialogue, quoi. Merci. Merci à vous tous, merci beaucoup. Ça ouvre un petit peu aussi la discussion de demain qui sera plus sur les conditions de travail, certes d'un autre point de vue, mais enfin c'est quand même important. Merci à vous tous et on va laisser Laurent conclure la journée.